Donc, merci d'être là, déjà. C'est parti pour une petite demi-heure à peu près de discussion autour de René Gabriel. Alors, je vais commencer par déjà remercier l'organisation qui m'a invité. Et puis surtout, vous avez vu, je suis édité par Norma. Donc, normalement, Maïté, qui est l'éditrice, devait passer. Je ne sais pas si elle viendra. C'est un travail assez long, donc je reviendrai un petit peu sur comment on a redécouvert René Gabriel. Et puis ensuite, on va feuilleter le livre. J'ai fait le choix de feuilleter le livre sur Gabriel, puis de vous expliquer un petit peu sa vie, son parcours, et tenter vaguement de voir le personnage, parce qu'il est assez complexe. Il meurt à 50 ans, il a 3 décennies de création, donc j'ai coupé le livre en 3 décennies pour bien l'expliquer. Alors, je vous mets le sommaire. Et puis mettre les ponts aussi avec les thématiques d'aujourd'hui. C'est assez rigolo parce que le festival là, est orienté sur 2 choses. À la fois le côté Europe du Nord. Et je pense que si on a un designer très proche de ce qui se passe en Europe du Nord, c'est bien René Gabriel en France, mais il est passé aux oubliettes. Et on finira l'épilogue, savoir pourquoi il passe aux oubliettes, alors qu'un peu partout, ce design démocratique s'est diffusé. Nous, en France, on a quand même quelque chose qui restera assez élitiste, donc côté du design. Et puis, au contraire, on va dire, les modernes eux-mêmes avaient une certaine forme d'élitisme aussi en France. On a un design qui restera un petit peu pour privilégier, alors que Gabriel a tenté autre chose. Voilà pour le résumé. Alors, pour revenir un petit peu au contexte de la redécouverte, ça s'est fait quand on est arrivé au Havre, en 2000 à peu près, et on est tombé sur cette architecture. On n'est pas tombé dessus d'ailleurs, on est venu au Havre pour creuser l'architecture de Perret, la comprendre, un petit peu voir comment on vivait dedans. Et c'est en fouillant, en développant un peu au-delà de ce qu'avait fait l'inventaire, qui étaient des vues extérieures ou des travaux qui avaient été menés sur cette architecture très industrielle, d'apparence et très moderne. On a essayé de s'intéresser aux intérieurs de cette architecture. Donc là, on est entre 2000 et 2005. Et ça s'est fait avec Elisabeth Chauvin, qui était chargée de valoriser un peu ça. Alors c'était à l'époque le maire du Havre de l'époque qui avait décidé de développer, de valoriser cette ville. Alors on pense tous à un maire du Havre connu, mais c'est celui d'avant. C'était Antoine Ruffnac, qui avait choisi de mettre en valeur tout ça, même si lui n'appréciait pas forcément cette architecture-là, il le disait, mais il avait fini par la redécouvrir. Et on a développé un outil qui nous paraissait très pertinent, c'était d'ouvrir en fait l'architecture pour voir ce qui se passait dedans. Et on est tombé comme ça, un peu par hasard, il n'y a pas d'autre mot, puisqu'on pensait qu'il n'y avait pas de représentation intérieure, sur énormément de photographies d'appartements, ce qu'ils appelaient des appartements types ou des appartements témoins, meublés, équipés, installés pour faire croire quelque part qu'ils étaient habités et que les gens venaient voir, visitaient, pour se sensibiliser au confort moderne. Alors le mot moderne était utilisé et là on découvrait dans cette architecture déjà moderne des meubles qui paraissaient alors tout aussi modernes. Et c'est là qu'on est tombé sur des noms qui étaient inconnus au début des années 2000, c'est-à-dire Gabriel et puis Gascoigne. Gascoigne, on verra, qui est le descendant naturel un peu de Gabriel, qui développait un design qui peut rappeler effectivement plus proche de l'art and craft, des art and craft. Et ce Gabriel-là, il travaille avec Perret et ils font ensemble un peu cette architecture intérieure. Et c'est ça qui va nous amener à qui est ce bonhomme. Alors on va fouiller, on va chercher. On aura beaucoup de mal à retrouver même les archives. J'y reviendrai dessus au fur et à mesure. Mais surtout, on va retrouver des photos, puis chercher les meubles. Alors à l'époque, on envoyait des annonces dans la presse locale du Havre en disant « Avez-vous ces meubles qu'on trouvait dans les appartements types ?» Et on a quelques personnes qui nous ont répondu. Donc ça nous a permis d'acheter les meubles aux gens, d'avoir les témoignages qui allaient autour, pourquoi ils les ont achetés, etc. Et de recreuser finalement comment c'est reçu, comment a impacté ce type de mobilier moderne
dans l'architecture. Voilà un peu pour la redécouverte. Alors ça va nous prendre du temps, puisqu'entre 2003 et 2005, on va continuer de fouiller, surtout en termes d'appartements témoins, et plus à la limite l'architecture intérieure que le mobilier. Le mobilier ne nous paraissait pas plus passionnant que ça sur le coup, et au fur et à mesure, on va s'apercevoir que c'est vraiment un style de meuble qu'on ne comprenait pas, en fait. On se demandait un petit peu ce que c'était que ce style. C'est pas vraiment le modernisme tel qu'on l'entend habituellement. C'est pas non plus des meubles rétro. Et on va finir par créer nous, ce qu'on va appeler ensuite le style reconstruction, qui est vraiment assez caractéristique finalement. C'était toujours des coupes brutes, comme ça, sèches, du chêne, donc un meuble assez robuste, fait pour durer, très très simple, pour être très bas en prix. Et là, on s'est dit, mais on a quand même un objet un peu étrange, qui est à la fois assez moderne dans les lignes et à la fois fait pour être diffusé en masse. Ce qui était nouveau, sans être du métal, parce que normalement le modernisme du métal avait gagné puis avait été un peu étouffé, et on revenait au bois après-guerre, parce que déjà le métal on en avait très très peu après-guerre, les industries ne se redéveloppaient pas, et donc on va retomber sur des problématiques qui nous paraissaient intéressantes à l'heure actuelle, du bois et du moderne, qui se croisaient. Alors, c'est comme ça qu'on a redécouvert le bonhomme. Ça nous a mis un certain temps. Alors, je vous ai mis le visage de Gabriel. Alors, j'ai voulu respecter le travail de Norma, donc, dont l'éditrice vient d'arriver, Maïté, que j'ai remerciée quand tu n'étais pas là. Donc, je te remercie maintenant que tu es là. Voilà. Et qui a... Voilà. Et dans le château, qui m'invite dans un château, ce qui est quand même... Alors, du coup, j'ai un peu, je vous présente le livre vraiment parce qu'il y a eu un travail de graphisme aussi assez respectable d'une amie qui est Carole Dapré. Et elle a essayé de faire des mises en page assez sympathiques, ce qui fait que maintenant, on peut dire que c'est un beau livre. Alors, dommage pour le texte d'ailleurs, parce que je pense que plus le livre est beau et moins on lit le texte. Mais bon, c'est pas grave, je m'efface. En tout cas, on a retrouvé le bonhomme qui est ici. Alors là, il est pris en photo en 1925 et il était déjà important. C'était un artiste décorateur important. Alors, il naît en fait à l'extrême fin du 19e, 1899. Donc, il a 26 ans. Et à 26 ans, il est déjà présent un peu partout en 1925. Donc ça a été la redécouverte qu'on fera après, bien plus tard, de s'apercevoir que ce n'était pas du tout un inconnu que rencontrait Auguste Perret, mais bien au contraire, quelqu'un de très en place. En fait, même après-guerre, au moment où il fait cet appartement témoin, il est président de la Société des artistes décorateurs. Il est aussi membre, rattaché à l'UAM ou très proche de l'UAM à travers Marcel Gascoigne. Donc on a un moment de refusion entre l'Union des artistes modernes et la Société des artistes décorateurs, dont on connaît beaucoup la dissociation à partir de 28-29, quand les deux se séparent, quand les modernes ne sont plus avec les décorateurs. Et lui, finalement, il correspondra au moment où ça se rapproche. Donc ça, c'était la petite découverte du bonhomme. Alors, on va le reprendre dans l'ordre, donc chronologique. On revient à ses premières créations dans les années 20. Et puis, ensuite, on verra un petit peu comment il évolue. Alors, là, ça vous donne une petite idée. On est en 23. Il est assez proche de ce que faisait Suémar. On va dire un néoclassicisme art déco. C'est assez sec. Mais c'était des meubles faits pour être déjà produits en série, ce qui est assez extraordinaire en 1923 de s'intéresser déjà à une production en série, alors que tout le monde le dit, mais personne ne le fait quelque part. C'était une obsession. Et on continue à remonter le temps. Donc, quel était le bonhomme ? Eh bien, son tout début de création, on est dans les années 10. Qu'est-ce qui fait des papiers peints ? Alors, les papiers peints, ça le lie cette fois-ci à William Morris, donc plutôt à l'Angleterre, et surtout à ce courant artistique qui voulait chercher près de chez soi, là c'est le paysage d'Île-de-France, des beautés, des esthétiques plaisantes. J'ai mis comme titre « À l'arrière du front » parce qu'on avait effectivement cette idée-là qu'après la guerre, ou au moment de la guerre, il fallait réussir à retrouver des lieux de paix,
des lieux où les gens puissent se retrouver, se reconstruire. Et Gabriel est vraiment là-dedans. Alors, j'ai une petite citation de Chancerelle, qui sera son ami. Mais bon, grosso modo, il va dire que c'est d'un esprit de révolte que naît en fait le style de Gabriel. C'est-à-dire qu'il est révolté par rapport à la guerre. Il cherche à trouver une autre chose que ce qui était belliqueux, en fait. Et il va presque donner aux gens une sorte de récompense, un doux chez soi. C'est un peu ça l'idée. C'est on rentre chez soi et on cherche un petit décor reposant. Donc c'est le revers de la guerre. On parle souvent de la brutalisation. C'est le terme aujourd'hui des historiens. Les gens se seraient brutalisés sous le front. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y avait une extrême volonté de paix, de retour presque au pays, de retour à des valeurs locales, ce qu'on appelle maintenant le retour à l'ordre, au contraire, mais en réalité, c'est beaucoup plus délicat que ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est plus reposant. Et on le voit bien chez lui, dans cette volonté de revenir sur le paysage d'Île-de-France, lui qui était né là, enfin, il est né à Maison-Alfort, donc Alfortville. Donc il avait cette sensation de banlieue, de calme de la banlieue. Tout ça a été explosé et on sent qu'il recherche ça au début. Alors voilà pour les paysages de son enfance. Donc là, on a une petite scène de pêche sur les bords de la Marne. On a Alfort qui est juste à gauche avec une ville industrielle et un paysage qui est chahuté. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup plu chez Gabriel, c'est que c'est un fils de ce qu'on appelait un cordonnier à l'époque, mais qui est plus qu'un cordonnier, c'était les fabricants de chaussures. On était forcément cordonnier parce qu'on faisait les formes des pieds en bois, et puis par-dessus on mettait le cuir, etc. Donc c'était ça le métier de son père. Donc il a vécu vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le Louis-François Pinagot, qui est un ouvrage assez classique de Corbin, c'est le cadre social de Gabriel. Le père, il est là, il taille du bois, etc. La mère, elle fait de la couture derrière. Ils sont en rez-de-chaussée d'un petit immeuble. C'est ce qu'on appelait presque l'artisan avec la famille autour. Et face à ça, à Alfort, il y a les industries qui se développent. Donc il y a un paysage qui est en pleine explosion. Et ça a dû forcément interroger son imaginaire d'enfant, de voir effectivement l'industrie qui pénètre partout dans le paysage et aussi dans les formes de production. Donc c'est forcément quelqu'un qui va interroger ce lien entre l'industrie et le métier, l'amour du métier, l'amour du bois, etc. Donc il va revenir là-dessus, ça sera un peu le cœur de ses obsessions. Alors il fait des études, alors on n'a pas retrouvé de preuves, mais c'est certainement un étudiant boursier, vu son milieu social, il a dû être poussé pour aller jusqu'à l'ENSAD. Et donc il va être formé à l'ENSAD, et très vite, donc là on a trouvé par hasard. Donc il va avoir un ami, je reviendrai dessus, Léon Chancerelle, et dans les carnets de Léon Chancerelle, il y avait une petite carte de Donatien décorateur qui nous a permis de retrouver en fait sa première création. On est en 1917, oui c'est ça, 17, et il va commencer chez ce décorateur-là. Alors Donatien, c'est lui qui va faire les premiers décors pour Marcel L'Herbier. Donc quand on voit ce que donnera L'Herbier sur le mouvement moderne, ça va être vraiment lui qui va s'intéresser au décor moderne. Donc il a déjà des relations avec le cinéma, le théâtre, le décor, alors qu'il vient juste de finir ses études à l'ENSAD. C'est assez intéressant de voir que d'emblée, il est pris un peu dans ce mouvement-là. Non, je me suis trompé de bouton. Ce qui va l'amener là, alors quand on parle de retour à l'ordre, il faut relativiser quand même, c'est-à-dire que juste à droite, vous avez un décor de Gabriel, avec un ami de l'époque qui était Paul Rab, et ils vont faire le décor de cette pièce qui s'appelle Fifi, qui est vraiment le début du retour de l'opérette à la mode. Et dans Fifi, vous voyez que les filles sont quand même assez déshabillées. Elles sont plus nues comme elles pouvaient l'être dans la grande époque, mais elles sont quand même encore assez déshabillées. Donc le retour à l'ordre est assez relatif, mais par contre, il y a un néoclassicisme du décor qui est quand même bien présent. Donc on est quand même dedans. Mais c'est très détourné. Donc quand on est néoclassique, on détourne le classique. Et ça, c'est important aussi. Ce n'est pas des gens forcément complètement stricts et rigides. Ce n'est pas ce qu'on veut parfois croire. Et à gauche, je vous ai mis le bal Tabarin, qui était pas loin. En fait, il vivait, lui, rue de Solferino, où il avait une petite... il récupérera une petite boutique après.
Et il allait dans les quartiers un peu plus dégénérés de Paris pour aller bosser et faire des décors d'opérette. Et voilà, ce qui lui le faisait rêver, c'était de vendre du papier peint. Et on a une reconstitution de sa devanture dans un salon. À droite, Sigismond Chrome, alors qui est un pseudonyme, il va beaucoup jouer sur les pseudos. Alors je vais en venir quand même à un ami qu'il rencontre à l'époque, qui est Léon Chancerelle. Alors Chancerelle, c'est un personnage un peu obscur. Lui, il est d'origine beaucoup plus bourgeoise, une vieille famille de médecins. Et il baigne vraiment dans une culture maurassienne, donc quelqu'un de très droit, très, pour le coup très réactionnaire, mais c'est lui qui va le forger intellectuellement, c'est-à-dire que ça va donner un peu une charpente intellectuelle à Gabriel qui était un créatif assez libre, et il va essayer de lui donner une idéologie, je pense, hein. Enfin c'est ce qu'on voit en lisant les carnets, et c'est lui qui va l'abreuver de textes. Et donc le duo Chancerelle-Gabriel est très intéressant à travailler. Ils sont visiblement extrêmement proches et on n'en sait pas plus bien sûr à l'époque, et ils vont beaucoup jouer là-dessus, sur ce retour du dominotier. Alors dominotier, c'était un vieux métier, hein. On avait des petites planches comme ça et on imprimait à la planche des tout petits formats de papier pour faire des papiers décoratifs qu'on collait au dos de petits objets. Lui, bien sûr, il triche, hein, parce qu'il ne fait pas des dominos, il fait des laits de papier peint, mais c'est du papier peint imprimé encore à la main, sous forme de presse, avec des tables d'impression. Et il va donc être à la fois, et ça dès le départ, entre la mécanisation et l'artisanat. C'est-à-dire que c'est une mécanisation quand même, puisqu'on a une tâche répétitive, mais ça reste fait à la main, avec des retouches sans doute un peu partout. Enfin voilà, on est encore sur du papier peint où on trouve la main de l'homme. Et toujours chez Gabriel, on va avoir cette obsession de produire quand même en série, mais presque toujours en conservant la trace de l'artisanat. Et ça va être son grand succès, hein. Les premiers papiers peints, donc il la présente pour la première fois en 1918 à la Foire de Paris. D'emblée, il rencontre du succès, il va en vendre beaucoup. Ça va le lancer financièrement. Léon Chancerelle, visiblement, le lance aussi, l'aide à trouver une petite boutique à 2 pas de chez lui. Et du coup, ça l'engage dans un monde auquel il n'aurait pas accédé, vu ses origines sociales. Alors voilà le genre de papier peint. Alors celui-là, c'est pas le plus léger, on va dire, mais ça donne une idée. Alors j'ai mis 2 choses, c'est plutôt Carole qui a mis 2 choses, l'une à côté de l'autre. À droite, c'est un papier peint inspiré visiblement d'un fond de scène pour Mistinguett. Donc vous voyez qu'il est vraiment dans le Paris branché, hein. Et puis à gauche, des petits poèmes un peu presque du second degré, des chinoiseries un petit peu, qui s'appellent les poèmes de Tsin Pao, écrits par Léon Chancerelle, qui l'illustre. Alors, tout ça n'est pas sérieux, c'est-à-dire qu'il se présente comme archiviste paléographe, Léon Chancerelle, sous un pseudonyme, ce qu'il n'est pas du tout, évidemment. Et puis, il va... alors, pour vous donner l'histoire, hein, c'est un poète qui est follement amoureux, et il finit par tomber dans l'eau et se noyer en prenant le reflet de la lune pour une fleur qu'il veut ramasser pour sa douce. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de très dérisoire, de très... Il se moquait beaucoup, en fait, hein. Ces gens... et ça, c'est peut-être aussi la culture maurassienne, hein, de se moquer de la branchitude. Et il y avait quelque chose d'assez incisif, alors qu'on retrouve encore plus dans l'article L'art et la mode. Alors, je vais essayer de vous faire la citation quand même, parce que celle-là est vraiment rigolote. Alors voilà, pour L'art et la mode, il décrit en fait un caissier. Alors c'est Léon Chancerelle qui fait les textes et Gabriel qui les illustre, et il décrit la vie d'un caissier qui tombe amoureux d'une femme qui veut absolument avoir le dernier décor à la mode. Et il donne une scène où les invités sont là, et par exemple, alors obscurité remue-ménage, l'orchestre au bleu, bref, tout ce qui est convenu de nommer au théâtre un changement de vue. Et c'est le 4e tableau, orange, noir et or. Telle est la tonalité de l'étrange salon où Aurélie, donc c'est la bien-aimée, se trouve transportée. Sigismond Chrome, ayant une fois trouvé cette harmonie, est bien décidé de s'y tenir. Des vasques, des lampadaires, pas de sièges, des divans, des coussins, des pots de bêtes, pas de table,
Pas de table, des dalles de marbre supportées par des boules d'or. Donc ça rappelle vraiment les décors de Poiret, les ambiances de la dernière mode parisienne. Et puis, il parle ensuite, il dit « ce n'est pas Byzance, c'est pire ». Voilà. Donc voilà, on est vraiment sur le ton un peu maurassien. Avancés, les personnages avancés qui dansent d'un air absorbé de maniaque, puis, au son d'une étrange musique nègre, s'embarquent pour des citérées déliquescentes. Alors, musique nègre, c'est bien sûr le jazz, qu'on appelait comme ça, et le jazz apparaît à peine. Enfin, on est vraiment à la naissance du jazz. Donc, il y a presque une critique du jazz qu'il y a aussi chez Duhamel. Donc, on retrouve ça. Et alors, après, c'est un peu plus rigolo parce qu'il y a une critique aussi de l'émancipation féminine, où visiblement, ça n'a pas l'air d'être leur truc. Je m'engage à être absurde conformément à ta loi, donc la loi de la mode. Je mettrai des chapeaux de paille en hiver, je couperai mes cheveux si tu l'exiges, et pareillement tout ce que tu m'ordonneras de couper. J'attraperai des pleurésies, je cacherai de mon corps ce qu'il est logique de montrer, et montrerai ce qu'il est séant de cacher. Je ne mangerai pas à ma faim ou je me bourrerai de purée, suivant que tu me voudras, maigre ou grosse. Voilà. Donc c'est assez voilà, on critique la mode. Donc vous voyez qu'il y a un petit côté, le personnage est ambigu parce qu'il vit de ça, quoi. Il vit de la mode et il va critiquer ça dans les textes ou laisser critiquer, ce qui est assez marrant. Et voilà ce qu'il présente lui, sa première présentation au Salon des artistes décorateurs. Donc on est en 19 et on est très clairement dans le rustique classique, on pourrait dire. Ce qu'on va trouver, nous, dans la reconstruction de Reims. Maintenant, je suis à Reims, je suis plus au Havre, donc vraiment, je baigne un petit peu là-dedans, qui était la mode presque du retour au village, mais un village quand même bien ordonné. Et là, ça rappelle franchement ce que faisait Maurice, dans ce style bien assis, un petit peu rustique. Voilà. Donc, à côté de ce qui était à la mode, pour lui, ce qu'il fallait produire en série, ce qu'il fallait donner à petit prix, c'est ce genre de meubles-là. Et à côté, vous avez son papier peint qui correspond sur le thème des sansonnets. Le sansonnet qui est quand même l'oiseau assez vulgaire qu'on voit partout. Donc on essaie d'esthétiser ce qu'on a autour de nous dans les formes à peu près remarquables. Alors, à noter que cette présentation de meubles, c'était une des plus économiques qui soit des présentations de la Société des artistes décorateurs. Donc 2-3 ans après, on voit d'autres décorateurs présenter des meubles qui présentent comme pas chers du tout et qui sont beaucoup plus chers que ceux que présentait Gabriel en 19. Donc c'est important de bien... moi, je me suis acharné dans ma recherche de bien regarder les prix à chaque fois pour voir s'ils se tenaient à ses engagements. Et effectivement, c'est un des très très rares à se tenir à ses engagements de prix. Alors là, un ensemble un peu plus fouillé qu'on voyait tout à l'heure en 23, avec plus inspiré de Suémar. Alors Suémar venait de lancer, après la Première Guerre mondiale, l'idée de faire des meubles en grande série pour les sinistrés de la guerre. Donc c'est ce qu'on la Compagnie des Arts Français, c'est le départ. Et donc lui, ça l'inspire visiblement pas mal, un peu plus sobre évidemment. Et puis la révélation que va avoir Gabriel en 23 toujours, c'est un voyage à Assise, où là il va faire un tournant, mais très clairement franciscain. Donc on s'aperçoit qu'avec son copain Chancerelle, il s'intéresse beaucoup, beaucoup à la religion. Ce sera un catholique fervent. Donc il a tous les défauts, je dirais, par rapport à aujourd'hui. Il a un petit côté nationaliste, assez français, un petit côté bien catholique. Il n'y a pas grand-chose pour plaire, mon ami Gabriel. On se demande pourquoi je travaillais dessus. Mais disons que c'était un petit peu sa volonté de bousculer, on va dire, les choses, mais en gardant des lignes. Dans le catholicisme, il va chercher quand même la branche franciscaine, qui est peut-être vraiment la branche très intelligente, très, très progressiste. Enfin, progressiste, c'est pas le mot, surtout en ce moment. Je ne vais pas faire beaucoup de blagues de ce genre, on était dans l'idée d'aller vers la nature, d'aller vers la simplicité. On se balade pieds nus, on va vers le minimum, et lui, il va chercher ce minimum presque naturel, nécessaire à l'homme. On a déjà beaucoup de textes à l'époque où on voit qu'on commence à s'encombrer. Quand même, dans la modernité, il y a cet encombrement un peu obligé. Et lui, il essaie de désencombrer les intérieurs, ça restera son idée. Par contre, il va les réencombrer avec les papiers peints, on le voit bien. Là, il n'hésite pas sur les motifs, aller soit vers le style très 1925 à droite,
soit un petit retour au 18e, hein, justement là au papier de Dominotier, à gauche. Il joue toujours des deux, hein, il est très entre le 18e et le moderne. Et par contre, voilà, face à la sobriété des meubles, lui il dira on peut s'engager un peu plus dans l'esthétique des papiers peints, qui eux sont de toute façon destinés à être plus changeants, sont moins coûteux, donc on peut s'amuser à mettre la mode là où finalement les choses ne durent pas. Donc il y a déjà cet équilibre-là dès les années 20, début des années 20. Alors, sa présentation à l'expo de 1925, qui est incontestablement la plus sobre de toute l'expo de 1925, et à tel point qu'elle ne sera pas remarquée. Et c'est ça qui m'a beaucoup agacé chez Gabriel, c'est qu'il est toujours effacé parce qu'il est excessivement sobre et simple, ce qui finalement ce que tout le monde cherchait, mais que personne ne faisait, et quand on le fait, personne ne regarde parce que c'est trop sobre, trop simple. Et là, effectivement, c'était fait pour être pareil. Les formes sont faites pour être produites en série. Il s'associe quand même à des très très grands autour de lui. Il n'y a pas que des petits noms, mais ça reste très très sobre. Alors là, on continue dans la sobriété un peu plus tard. Ça, c'est vraiment les premiers meubles qu'il a conçus pour de la série. On sent qu'il a rencontré Francis Jourdain, donc il le rencontre en 25. Ils échangent beaucoup. Ils sont proche assez peu de temps parce qu'on sent que politiquement c'est pas du tout la même branche. Jourdain c'est plus un anarchisme syndical, on va dire, hérité, très cultivé, très bourgeois aussi, alors que Gabriel c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du populisme gilet jaune un peu. Il y a un côté, il est là, il défend le peuple, il est issu du peuple, et on sent qu'il y a quand même un choc de culture, et lui il fera quand même ces objets-là. Presque le rêve de Jourdain, il va être accompli par Gabriel finalement. Jourdain voulait produire des meubles en grande série, c'est Gabriel qui le fera réellement, concrètement, mais pas tout de suite. Mais là, il commence déjà, vous voyez, à travers des meubles très cubiques, très simples de forme, on peut les produire en série. Et parallèlement à ça, il rêve beaucoup de théâtre, puisque Chancerelle, son compagnon, était un homme de théâtre. Et du coup, il va rêver énormément de scènes. Alors là, c'est un moment où Chancerelle commence à avoir ses premiers succès, Gabriel aussi, et ils cherchent une salle dans Paris. Alors je ne sais pas s'ils vont la trouver, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je n'ai pas réussi à fouiller jusqu'au bout, mais en tout cas il a beaucoup de projets comme ça, de grandes scènes. A priori c'était pour son ami Chancerelle. Et Chancerelle va le rapprocher d'un autre bonhomme qui est beaucoup plus connu, qui est Louis Jouvet, et il va faire presque toutes les premières scènes de Jouvet au Théâtre des Champs-Élysées. Alors là, on voit que c'est extrêmement moderne. Quand vous voyez les fonds de scène à gauche, comment il le construit en hémicycle comme ça, c'est assez impressionnant. C'était pour une pièce de Drieux-La Rochelle, donc on reste quand même dans une culture toujours un peu orientée, on va dire, pour rester sobre. Plus côté progressiste, on voit que Sonia Delaunay est aussi présente. Alors je ne sais pas, j'ai pas pareil là aussi. Il aurait fallu que je fouille un peu plus le lien, mais visiblement il y a une proximité. Donc là, il fait des tapis, des ambiances, on retrouve les prismes multicolores. C'était vraiment très beau. Ça, c'est une des plus belles pages, je trouve, graphiquement du livre. Donc je voulais la montrer. Et aussi, le lien se fera avec Le Corbusier. Il va travailler indirectement pour Le Corbusier, pour les papier peint de Le Corbusier, ce qui est assez étrange, puisque Le Corbusier fait un retour au papier peint en 1930. Il abandonne la peinture, qui est trop difficile à mettre en œuvre sur le chantier, et finalement il s'aperçoit que c'est plus simple de faire des motifs très très sobres ou des panneaux pleine couleur en papier peint, avec Salubra, qui était une marque on va dire excessivement industrielle. Rien que le nom, ça donne Salubra, on sent l'hygiénisme à fond. Et donc il va essayer de purifier ça, Le Corbusier. Et il a presque le malheur de demander à Chancerelle et à Gabriel de faire les textes vantant ses produits. Alors c'est très drôle parce qu'il vante le produit Salubra tout en critiquant un peu l'architecte moderne du moment, que tout le monde doit suivre. Mais voilà, ils disent aussi, vous voyez, même lui, il retourne au papier peint, ça veut bien dire que quelque part, on avait raison, nous, d'y rester. Donc, mais par contre, lui, Gabriel, il restera quand même dans le papier peint
décoratif avec motif, ce que ne fera pas du tout Le Corbusier, évidemment. Parallèlement, on voit en 1928, il fait des meubles juste en haut à droite, des meubles par élément, comme ça, des petits cubes par élément. On est en même temps, vous savez que le rêve de casier, un petit peu casier meuble de Le Corbusier, Gabriel va le mettre en œuvre quelque part de façon très économique. Alors on va le voir juste après. Alors ça, c'est une ambiance de Gabriel. Voilà un peu ce qu'il fait. Alors il y a un petit côté salon, très salon, un petit côté ce qu'on appelait le fumoir à gauche, très moderne. Donc il fait aussi du tube. Il va revenir au métal dans les années 20, à la fin des années 20, juste avant le crack de 29, parce que le métal est effectivement beaucoup moins cher que le bois. Mais c'est un rapport presque de 1 sur 10. Donc ça valait vraiment le coup d'aller vers le métal. Mais par contre, ça ne plaît pas au public, donc on le localise dans des ambiances soit un peu extérieures ou autres. Donc ça aussi, c'est une des grosses différences de Gabriel avec les modernes, c'est qu'il va toujours tenir compte, et pour moi c'est un point clé, de la demande. Grosse différence, on va dire, c'est qu'il était contraint de vivre de ses ventes, ce qui n'était pas le cas forcément de ceux qui vont produire des modèles plus théoriques. Lui, il doit vendre, s'il ne vend pas ses meubles, il ne gagne pas sa vie. Donc il est obligé de tenir compte toujours de ce que la clientèle demande. Ça va l'amener aussi à recalibrer plusieurs fois sa production. Or les papiers peints, vous voyez, il n'hésite pas. Là, c'est la période pas forcément facile de tapisser comme ça chez soi aujourd'hui. Mais on est dans la mode du géométrique. C'est ce que j'appelle son tournant radical. C'est-à-dire qu'en 1930, comme beaucoup de décorateurs, il se radicalise, il va vers les idées modernes. Et ça l'amène à des styles géométriques très durs. Et voilà les aphorismes où il vante. Donc ça, c'est une série de petits fascicules qui sont très beaux, où sont vantés les papiers peints vendus par, entre autres, ceux qu'utilisait ou qu'avait développé Le Corbusier, mais aussi Gabriel. Donc Gabriel, lui, faisait une gamme qui disait plus populaire, en fait. C'était des petits papiers peints beaucoup moins chers. Et voilà, les dessins d'architecture, il en fait aussi. Et vous voyez qu'il n'est pas moderne. Pour le coup, il est extrêmement moderne. On sent qu'il est inspiré par ce qu'on appellerait aujourd'hui le style international. Et à droite, vous avez un ensemble qui est présenté l'année même où l'UAM expose au Salon des artistes décorateurs. Pas l'UAM, le Bauhaus. Et ça, c'est important parce que souvent on dit, voilà, il s'est rien passé au moment de la scission en 29, quand l'Union des artistes modernes se sépare des décorateurs qui sont considérés comme ringards et que les modernes veulent absolument se mettre en avant presque individuellement comme différents. Les décorateurs, Gabriel présente ce qu'il y a juste à droite, qui est extrêmement proche de ce que pouvait être cet effacement du meuble en fait pour donner une pièce à vivre. C'était l'idée que va avoir Gabriel. Meuble métallique, tout est incorporé dans le mur, des étagères transparentes. On est vraiment à la pointe de la modernité internationale. Et là encore une fois, c'est tellement discret et invisible que ça ne sera pas vu, d'où le travail nécessaire de le redécouvrir. C'est une discrétion presque contemporaine, c'est ça qui le rend un peu redoutable. Alors là, c'est un peu plus visible, parce qu'il va, voyant la limite du meuble métallique, le fait que ça passe pas, pour lui, c'est juste un élément qui doit se compléter par un papier peint. Et il va refaire des papiers peints comme ça, panoramiques, comme on en faisait au 18e, début 19e, et en restauration un petit peu tout au long du 19e, qui reviennent un tout petit peu à la mode à la fin des années 20, justement par Salubra. Et lui, il fera des dessins, toujours les collines d'Île-de-France. Donc on reste un peu dans la problématique qu'avaient les impressionnistes, de retrouver dans le paysage du quotidien une esthétique qu'on peut mettre en valeur à travers le dessin. Alors lui, il se revendique plutôt de Derain. Alors voilà le raffinement de Gabriel. Alors il a un côté très culture féminine. On va le voir s'intéresser beaucoup aux fleurs. Donc ce qui fait beaucoup de magasins de fleurs, comme ça, on a pas mal de témoignages. Alors, ce qui est assez rigolo, moi j'ai une hypothèse pour le fait qu'il ait été rejeté des modernes, ce sont ses mœurs, puisqu'on le voit faire des fleurs, du théâtre,
des salons de coiffure. Bon, vous voyez où je veux en venir. Il y a quand même quelque chose d'assez net, quoi. Puis il vit toujours avec Léon Chancerelle. Bon, ils déménagent les uns après les autres. Et ça, je pense que c'était clairement une clause d'exclusion des modernes radicaux. Tu es quand même dans une culture de la virilité beaucoup plus prononcée. Et alors, ça ne l'empêchera pas de grimper au sein des artistes décorateurs, où je pense qu'il y avait plus de tolérance finalement. Où il va, là c'est l'expo de 37, monter énormément de choses dans l'expo de 37. Et là, c'est un peu le grand moment où il s'éclate. Alors, voilà Chancerelle juste à droite, qui est tout fier d'une affiche. Voilà le genre d'affiche que fait Gabriel pour sa troupe de comédiens, en fait. Des petits décors que faisait Gabriel, pareil, pour la troupe de comédiens. Alors, toujours un peu chinoiserie. Et là, on entame le sérieux. Donc, on est en 34. Et là, il développe pour la première fois les éléments RG, qui étaient des meubles par élément, combinables, à prix de salaire d'ouvrier. C'est-à-dire qu'un mois de salaire d'ouvrier permettait de s'acheter la salle à manger et salon complète, ce qui est exceptionnel dans l'histoire du meuble. C'est même moins cher que les meubles blancs des catalogues Barbès, quoi. Donc on est vraiment dans une sorte de record des prix, tout en ayant une esthétique radicalement affirmée, moderne, avec les 3 barreaux qui vont devenir sa signature, en France en tout cas. Et plein de combinaisons possibles. Donc c'était des meubles vraiment par combinaison. Là, on est en 34, c'est assez extraordinaire. Hein. Ça paraît presque anachronique aujourd'hui de voir des meubles par combinaison apparaître en 1934. Et il faisait ça presque avec les moyens du coin, parce qu'il va fonder son propre atelier, qui sera l'atelier d'art populaire. Donc vous voyez, il y a une volonté d'art populaire qui était un des soucis des années 30, hein, parce qu'on voyait que l'industrie allait bouffer toute la culture, en fait. Et donc, il fallait essayer de recréer un art populaire, un art que les gens puissent s'approprier. Et pour lui, le meuble combinable, c'était typiquement ça. C'est-à-dire que les gens vont pouvoir créer leur ensemble, en fait, à leur mesure, à leurs besoins. Alors ça, c'est 2 petits exemples. Là, j'ai une petite mise en œuvre dans un salon des artistes décorateurs pour un studio minimaliste, hein, où il y a tout dans, je ne sais plus, 27 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. Donc on est aussi dans l'idée des modernes, du minimalisme. Là, on est au Salon des Arts Ménagers, qui sera un de ses grands appuis dans l'avenir. Il vend beaucoup au Salon des Arts Ménagers. Et là, il est accueilli par l'UAM. Donc vous voyez que la distance Société des artistes décorateurs UAM, c'est un peu une vue de l'esprit parfois, puisque là, Gabriel va présenter ses propres meubles là. Et puis les papiers peints. Alors vous voyez, un côté joyeux comme ça. Alors ça, il insiste beaucoup sur le côté joyeux qu'on va retrouver notamment dans les dessins de papier peint et pour enfants. Alors la joie est à prendre au sens catholique, hein. Voilà, pas forcément très joyeuse, mais voilà. Vous voyez, il fait le catalogue, il fait la couverture du catalogue aussi de la section meubles. Et pour présenter une petite vedette où il intervient, il était proche de Brunoff, donc il va travailler sur Babar, faire les décors de Babar, une représentation théâtrale. Il fait aussi des livres illustrés pour enfants. Donc ce Piaf, ça c'est, je cherche la marque Longchamp, vous savez, il y a un cheval. Donc c'est un de ses élèves qui est Turenne Chevalreau qui va reprendre le profil de Piaf, qui est un cheval comme ça un petit peu bizarre, qui servira à la marque. C'est assez joli, c'est assez vraiment rigolo à voir. C'était des grands formats en plus, hein, avec... alors imprimé par Boise Jeune. Alors Boise Jeune, c'était les cartes religieuses, vous savez, avec tous les saints, etc. Et donc du coup, grâce à ça, ils avaient des qualités d'impression imbattables. Et il va pouvoir faire ces grands albums illustrés avec une qualité graphique plutôt rare pour l'époque. Voilà, il fait le village aussi qui accueille les enfants à l'entrée de l'exposition. Voilà la vue du village. Là, on a la chance d'avoir une vue couleur. La section des papiers peints, il fait tout ce qui est hall d'accueil, presque la scénographie avec Chancerelle aussi. Là, on voit ses ensembles mobiliers, donc une version un peu luxueuse, ce qui est assez rare chez lui. Il fera quelques incursions dans le luxe. Alors, ce qui est très drôle aussi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ces formes pour le luxe sont en fait des adaptations de ces formes à la série vers le luxe.
ce qui est un pied de nez, par exemple, aux affirmations de Ruhlmann, voilà, qui disait « le luxe invente » et après la série imite le luxe, quoi. Donc là, on est vraiment dans un retournement. Des meubles de jardin. Alors là aussi, ça, c'est la première fois qu'ils s'associent. On est en 1937 à des gros industriels du meuble. Donc c'est la première fois qu'il fait des dessins pour des meubles qui seront produits en très très grande série et vendus dans tous les grands magasins, en fait. Donc là, on est dans une des premières associations d'un créateur moderne avec des industriels. Alors voilà le genre de produits industriels qu'ils fabriquent. Donc des meubles en bois blanc. Alors je l'ai, ce petit chevet, il pèse peut-être 3 kilos, quoi. Enfin, c'est impressionnant parce que c'est du peuplier, c'est de la boîte à camembert, hein, quasiment. Alors c'est increvable, donc ils n'ont pas bougé du tout. C'est peuplier sur ossature hêtre, et avec une impression d'épaisseur puisqu'on crée une carcasse qu'on emballe en fait. Et ce principe-là, il va le reprendre sur ses meubles avec toujours des carcasses emballées un petit peu. Puis après, il en viendra, et ça c'est en rencontrant Perret, à l'idée de mettre en avant l'ossature du meuble. Donc là, il est encore dans l'idée des volumes presque cubistes sur une carcasse. Et au fur et à mesure, il se rapproche là. Vous voyez, il fait des dessins d'architecture qui sont assez remarquables aussi. Toujours des toutes petites maisons, hein. On est toujours dans des maisons de 30 mètres carrés, 40 mètres carrés. Celle-là, c'est une de celles qu'il a le plus approfondie. Je ne sais pas s'il a été réalisé. Alors, il travaille aussi beaucoup au niveau de l'expo de New York. Donc là, on est en 39-40. Et comme par hasard, il représente les parfumeries et visiblement, il construit une villa à Grasse en même temps. Donc je pense que c'est dans les pratiques d'époque. Voilà. C'est bien parce qu'on n'a pas besoin de dire tout, maintenant on comprend. Et voilà pour l'expo de New York, qui est assez remarquable. Il fait énormément de stands, l'aviation, la parfumerie, les industries. Et là, on va arriver sous l'occupation, où c'est un petit peu plus triste. Alors on le voit surtout s'enfermer chez lui. En fait, il travaille beaucoup pour ses propres meubles. Mais c'est aussi là, alors là on arrive dans les années 40, et ça va changer de style. Ça va être beaucoup plus dur. Alors le tout début, ça se fait en fait en 40-41. Il est à peu près certain qu'il était dans l'idéologie de la Révolution nationale. Donc pris dans cette idée qu'enfin, on allait se débarrasser du luxe, des élites, etc. Donc il est franchement du côté, on va dire, un peu sombre de l'histoire. Mais dès 42, on s'aperçoit qu'il est mis à l'écart. Donc ça rassure un petit peu quand même. Chancerelle vit la même chose, mais Chancerelle, lui, s'engage politiquement. Il va être dans la propagande de la Révolution nationale auprès des enfants. Et notamment, ce qui est un peu plus triste, c'est qu'on voit le personnage de Gabriel, qui était Piaf, les grands albums illustrés. Si vous allez à Drancy maintenant, vous avez encore l'album illustré, dernière version que fera Chancerelle dans son coin avec un autre dessinateur, servant de propagande à Pétain auprès des enfants pour la Révolution nationale. Donc vous voyez quand même le Chancerelle, mais on voit du coup les deux bonhommes s'écarter quand même. Donc je pense que Chancerelle était beaucoup plus engagé dans la collaboration active intellectuelle, que Gabriel, qui va continuer en fait sa voie malgré le contexte. Et j'ose même espérer, presque dans une volonté de se révolter face à l'occupant, puisqu'on sait que là où il était dans le service des constructions provisoires, c'était presque du détournement des fonds allemands au service des Français, puisqu'on remeublait les gens avec tout ça en fait. C'était toutes les victimes. Donc les Allemands donnaient énormément d'argent pour remeubler les gens, pour se redonner une image positive finalement. Et donc Gabriel va bénéficier de cet argent-là pour créer plein de meubles provisoires qui seront donnés aux quelques villes occupées. Donc c'est l'origine de ces premiers meubles provisoires qui datent de 41. Donc il va faire énormément de plans pour le service des constructions provisoires. Ah oui, c'est sec encore. Là, on est sur des buffets extrêmement secs. Voilà les meubles typiques qu'il conçoit pour les sinistrés de 41. Ils sont visiblement produits industriellement aussi. On a très peu de traces, comme tout ce qui est fait sous l'occupation. Étonnamment, les traces et les noms ont disparu. Et puis on arrive quand même en 44, et là tout ce qui avait été prototypé, on va dire en 41, puis étouffé ensuite à partir de 42, c'est d'autres services qui prennent le dessus, et là clairement des services de collaboration reconnus. C'est-à-dire qu'il va se faire piquer le marché par des gens qui sont des collaborateurs actifs avec l'Allemagne.
Et ensuite, il ne va réémerger qu'en 1944, et là, il sera appuyé par tout le monde. C'est-à-dire qu'a priori, il devait être plus en lien avec les réseaux résistants qu'avec les réseaux de collaboration. Parce que sinon, en 1944, on réémergeait plus difficilement quand même. Donc, il fera les meubles qui sont en haut à gauche. Et ça, c'est les meubles qu'il y a partout dans toutes les villes de sinistrés. Ils vont être diffusés en dizaines de milliers d'exemplaires. Et tout le monde sera meublé avec tout ça, dont les dessins sont de Gabriel. Alors ce sera très critiqué par tout le monde. C'est ça qui est très drôle. Les modernes diront mais c'est pas du tout moderne, c'est complètement ringard, etc. Et les artistes décorateurs trouveront ça vraiment trop léger, insupportable. Les chaises qu'on lève comme ça d'une main, c'est pas possible pour un décorateur. Donc il y avait une critique acerbe vis-à-vis de ça. Et je pense que ça explique l'oubli de Gabriel, c'est qu'en France, effectivement, c'était radicalisé des deux côtés. Côté décorateur, on s'était un peu radicalisé du côté du luxe, on ne supportait plus le meuble léger. Et côté moderne, on s'était radicalisé du côté style international, en fait. Et du coup, le champ qui est devenu celui du design nordique, en fait, qui est celui-là, va devenir invisible en France. Oups. Et j'approche de l'épilogue, mais alors là, du coup, j'ai tout sauté. Hop, j'en fais une marche arrière, vous n'avez rien vu. Alors ensuite, vu les critiques, il essaie d'améliorer un peu ses modèles. Il fait des petites choses, rajoute des petits dessins, parce que les décorateurs lui disent « Oh, il n'y a pas assez de dessins », donc il rajoute des petits trèfles, des petits cœurs, mais ça ne marche toujours pas. Et finalement, ce qui aura vraiment du succès, c'est ce salon-là, en 1945, au Salon des artistes décorateurs, avec des meubles un peu plus charpentés. Et c'est là qu'il croise Auguste Perret et trouve, je pense, dans le classicisme, ce que Perret appelait l'ossaturisme, ce fait de mettre en avant l'ossature du meuble, qu'est-ce qui porte pour donner finalement une esthétique classique à l'objet. C'est là-dessus que Gabriel va trouver finalement un appui et trouver son style. Alors là, c'est toujours un exemple d'habillage pour le luxe. Donc il reprend ces carcasses de meubles pour pauvres qu'il habille avec des beaux bois pour les vendre un peu au Salon des artistes décorateurs. Donc en plus là, il est président du Salon des artistes, il est président de la société, donc il est obligé de faire dans le luxe, sinon il se serait fait quand même jeter. Et puis à côté, pour lui, là où il se fait plaisir, c'est une hostellerie, l'hostellerie de la Seine, un hôtel, qui représente le petit côté rassurant. Alors ça, je l'ai retrouvé chez beaucoup de décorateurs d'après-guerre, c'est que ce côté charpenté du meuble, ça rassurait beaucoup. Et notamment ceux qui avaient été déportés, ils faisaient des meubles, mais alors extrêmement lourds, comme si on se réinstallait un petit peu. Il y a quelque chose d'amusant. Donc ça, c'est toujours la suite. Une expérience qui mène, qui est le Meuble de France, qui devait être l'équivalent de ce qui se passait en Angleterre, qui était le comité du design, en fait, qui va faire naître officiellement le design presque à échelle mondiale. Bon, on a le parallèle en France avec ce qu'on appelait le comité du Meuble de France, mais qui rencontrera trop d'hostilité pour démarrer véritablement. Mais Gabriel s'investit beaucoup dedans. Et puis on arrive enfin dans les appartements témoins. Alors là, vous avez un appartement témoin qui est à Amiens, qui est un des premiers en 46-47. Là, c'est les appartements témoins à Noisy-le-Sec. Donc on sent que Gabriel, comme il avait été spoilé un petit peu sur ses plans, il lui avait volé ses plans pour les baraquements provisoires, pour le provisoire. Quelque part, l'État va ensuite lui donner presque tous les chantiers à meubler, à équiper. Et c'est là-dessus qu'on va retomber sur le Havre finalement. Donc là, Noisy-le-Sec, c'était une énorme cité de petites maisons individuelles industrialisées, et à chaque fois, Gabriel se retrouvait à meubler chaque maison. Et puis voilà pour le Havre, retour donc sur le document original qui nous avait fait découvrir Gabriel. Là, on est en 1947, c'est une de ses dernières œuvres en fait. Et vous voyez qu'il continue à faire presque les meubles par éléments, mais cette fois-ci, il arrête de laisser, et ça, il y a renoncé dès 1937, on ne fournit plus les éléments aux gens à monter eux-mêmes, parce que finalement, ils veulent toujours une salle à manger, enfin une table, des chaises, un buffet, etc. Et si on ne fournit pas ça, les gens n'achètent pas. Donc ça l'a ramené à repenser ces éléments plutôt dans la composition du meuble. Et à se dire, moi je vais fabriquer des tiroirs, des machins, composer moi-même les meubles et proposer différents modèles à acheter. Donc là, on est vraiment dans une pensée d'industrialisation du meuble qui est presque contemporaine.
Et puis il meurt en 50 et ensuite c'est sa femme qui reprend les plans. Et là on a une version un peu plus chic qui se diffusera jusqu'au milieu des années 50. Ça c'est son dernier fauteuil, a priori. Donc créé pour le Salon des Arts Ménagers de 1950. Voilà, j'ai fini la présentation, le portrait de Gabriel. Donc l'épilogue, c'est quand même, il était très très admiré après-guerre, donc ça donnera le nom du prix René Gabriel, qui sera remis presque à tous les grands designers de France. Paulin, Richard, Garish, etc. auront le prix Gabriel. Si vous prenez la liste, vous avez tous les designers des années 60-70 qui ont ce prix-là. Il va lui-même former tous ceux qui seront les grands designers, qui seront ensuite récompensés par le prix. Il va donner presque tous ses postes et tous ses chantiers à Marcel Gascoigne, parce qu'en fait, il a une tuberculose, et il se laisse mourir. Visiblement, c'est un peu l'inverse du cas Vincent Lambert. À l'époque, les catholiques ne se soignaient pas, ils se laissaient mourir naturellement. Et ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais il se laisse mourir et en 2 ans, on le voit se dégrader, sa créativité baisse et il transmet tout à Marcel Gascoigne. Visiblement, il a confiance en lui. Il s'avérera que Gascoigne sera un fidèle descendant puisque lui, il formera ensuite tous les jeunes qui deviendront également les grands designers français. Et c'est important de voir que Gabriel et Gascoigne vont former la réalité du design de meubles en France. Il y a eu beaucoup de pensées du meuble, autour du meuble chez les modernes, Perriand, Prouvé, etc. Mais finalement, ces pensées-là resteront ponctuelles, n'auront pas de descendance dans la réalité industrielle du meuble. Par contre, Gabriel Gascoigne, eux, auront une descendance immédiate et directe dans tout ce qui est design de meubles jusqu'aux années 80. Donc c'est important de voir ça, c'est que la naissance du vrai design de meubles industriel, elle est quelque part du côté de Gabriel, même si le bonhomme a été oublié par nos cultures, en fait, notre culture française, qui était assez ciblée. Alors il aura fallu attendre, c'est Patrick Favardin qui aurait bien aimé l'écrire, ce livre-là, à une époque, qui avait redécouvert ça, c'est un des premiers à avoir redécouvert le nom de Gabriel. Il l'avait mis un peu en avance dans ses décorateurs des années 50. Et puis ensuite, l'appartement témoin du Havre, qui a permis ensuite de le redécouvrir. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir avoir peut-être des histoires plus décontractées sur le design de meubles. On voit bien sur l'UAM, on commence à casser un peu le mythe en disant SAD, UAM, c'est presque des histoires d'individualité plus que des vraies histoires idéologiques et détricotées un petit peu de manière décontractée. Il y a aussi l'histoire de l'occupation qui est souvent balayée. Moi, j'ai fait le choix de bien la regarder parce qu'au contraire, je trouve ça très intéressant. Gabriel était vraiment du côté du populisme, on le voit, parce qu'il essaie de faire pour le peuple. Et on voit que ça va l'engager pendant 2 ans dans une voie bizarre. Je trouve ça très, très bien de regarder, de fouiller ce côté un peu obscur, même si c'est pas toujours agréable. Puis on voit que de là naît quand même quelque chose et un style qui restera quand même très français. C'est-à-dire ce rationalisme du bois marque quand même pas mal de décennies ensuite de création. Voilà pour le portrait de Gabriel, si vous avez des questions. Merci. Merci. Ouais. Oui. 40-41, oui. Et après, c'est clair, en 42-44... ouais. Oui, pareil. Oui, c'est... Ouais. Et c'est vrai que ça, on devrait tous se détricoter, ça. Ouais. Bascule. Ouais.
Alors, oui, ça m'a beaucoup obsédé. Alors pour être le meuble scandinave, oui, il va s'approprier ce style-là, mais qui était un style vraiment mondial, en fait. Qui était mondial, parce qu'en fait, on a le même aux États-Unis. Il y a une descendance des Art and Craft qui continue aux États-Unis, qui continue en Angleterre avec Gordon Russell et toutes ses recherches dans les années 40, en Suisse, en Italie et en Europe du Nord. Mais en fait, il n'y a que l'Europe du Nord qui va quelque part le garder. Et je pense que c'est lié à une culture social-démocrate d'Europe du Nord qui va en fait s'approprier ce style du meuble en bois, démocratique, pas cher, industriel, mais avec une touche artisanale quand même. Et c'est les seuls à conserver ça. Alors que nous, dans notre culture française, on voit très très vite qu'on va plutôt aller, le mot design, quand on dit à n'importe quel Français design, ça veut dire ça coûte la peau des fesses, c'est un truc de créateur d'une forme bizarre. Ce qui est l'inverse du mot design en fait. Donc on est vraiment dans une confusion, dans une appropriation du mot par la France qui n'a pas été très très bonne. En Angleterre, ils avaient vraiment ça, mais c'était tellement imposé par l'État de manière tellement rigide, les meubles de Russell et d'un comité qu'il avait monté, que les gens vont finir par les refuser parce que c'était le meuble d'État. On a le même processus avec les meubles de sinistrés de Gabriel. Quand on les retrouve, c'est souvent dans la cave, perdue, parce qu'on ne veut plus les voir. C'est associé à l'après-guerre, à la dureté. Et peut-être que les Scandinaves ont été plus épargnés. Et c'est le topinambour, voilà, on peut maintenant apprécier le topinambour, mais eux pas. Et je pense que peut-être que les Scandinaves ont été plus épargnés, n'ont pas forcément associé ce style qui arrivait à maturité à des années difficiles, quoi. Mais en fait, c'était un style vraiment mondial qui a été presque approprié par les pays nordiques et qui est devenu maintenant le style des pays nordiques. Mais quand on regarde les documents des années fin 30, milieu 40, début 50, tous les pays du monde avaient des meubles un peu de ce style-là, on pourrait dire, ce que j'appelle style reconstruction, mais qui a un non-sens, qui a un petit instant de création de la modernité qui va aller vers le bois, quoi. Mais oui, il y a ça. Et puis pour 40, 42, effectivement, il faudrait vraiment que les historiens s'habituent à le dire pour qu'on arrête effectivement l'association. Alors pour l'antisémitisme, il y en avait un petit peu chez Chancerelle, hein. La culture maurassienne, quand il parle des élites, etc., on sent qu'il y a quelque chose qui sent pas bon, mais que Gabriel n'a pas, parce qu'il vu ses réseaux, ses amis, c'était pas possible, quoi. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est important à chaque fois de bien. Alors ça, j'en parle pas parce que c'est quand même bon. On va pas rentrer trop dans le sordide, mais c'est. Ouais. Ah oui, ça y est. Oh là, oui, bon bah ouais, comme quoi, faut jamais reprocher à ceux d'avant parce qu'on est victime aussi.